Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Atlanta. Un vendredi soir. Dans le quartier chic de Buckhead, là où les avenues bordées de chênes centenaires côtoient les façades de marbre et les jardins impeccables, s'élevait un manoir imposant. Ses hautes fenêtres laissaient entrevoir des éclats de cristal, des reflets d'or, et l'agitation feutrée d'une réception privée. À l'intérieur, la maison respirait l'opulence, des lustres en cristal pendus au plafond ornés de moulures délicates, des œuvres d'art contemporain accrochées aux murs immaculés, et un parquet verni sur lequel résonnaient les pas feutrés des invités. Des serveurs en livrée noire et blanche circulaient entre les groupes, portant avec précision des plateaux garnis de canapés sophistiqués et de verres de champagne pétillants. Ce soir-là, la crème de la société s'était réunie pour célébrer une nouvelle avancée dans le domaine des technologies écologiques, un projet dont Edward Whitmore, le maître des lieux, était le principal mécène. On parlait à voix basse d'une révolution qui pourrait changer la face du monde, des batteries plus durables, des énergies renouvelables accessibles à tous, un futur plus vert. Edward Whitmore, un homme dans la soixantaine, aux cheveux grisonnants soigneusement coiffés, portait un smoking parfaitement ajusté. Malgré son air réservé et sa discrétion légendaire, il dégageait une autorité calme. Veuf depuis plusieurs années, il consacrait sa vie à ses entreprises et à ses engagements philanthropiques, souvent loin des projecteurs. Peu de gens connaissaient l'homme derrière la façade, un cœur marqué par des regrets personnels et des espoirs inassouvis. Au milieu de ce tableau somptueux, Amara Johnson avançait avec assurance. À 28 ans, elle menait une double vie, étudiante en sciences sociales le jour, serveuse à temps partiel le soir pour financer ses études. Sa peau caramel se détachait élégamment de son uniforme noir, tandis que ses yeux brillaient d'une intelligence vive et d'une patience à toute épreuve. Amara connaissait parfaitement son rôle. Elle avait appris à rester invisible dans ces environnements où les regards se posaient parfois sur elle avec condescendance, voire mépris. Mais sa rigueur et son calme avaient gagné le respect discret des collègues et même de certains invités. Elle savait se montrer professionnelle, ne jamais laisser transparaître ses émotions, même face au sarcasme subtil ou aux gestes déplacés. Ce soir-là, elle était concentrée, attentive aux moindres détails. Les invités étaient particulièrement nombreux, leurs conversations mêlant ambition, stratégie et parfois hypocrisie. Elle sentait l'électricité dans l'air, une soirée qui s'annonçait chargée. En équilibre parfait, un plateau d'argent dans les mains, Amara pénétra dans le salon privé de la résidence, un espace réservé aux invités les plus influents de la soirée. Contrairement à la salle principale, ici, l'ambiance était feutrée, presque sacrée. Un feu discret crépitait dans la cheminée, projetant des lueurs dansantes sur les boiseries sombres et les meubles anciens. Elle s'apprêtait à déposer les coupes sur une table basse quand son regard fut happé par un détail au-dessus de la cheminée en marbre blanc. Un cadre photo, à peine plus large qu'une main, posé entre un globe ancien et une sculpture d'onyx. L'image était en noir et blanc, légèrement jaunie par le temps. Elle montrait une fillette noire, d'environ 5 ans, assise sur une vieille chaise en bois, une robe à pois tombant jusqu'aux genoux, et dans ses cheveux bouclés, une barrette rouge à demi défaite. Amara s'immobilisa. Son cœur se serra violemment dans sa poitrine. Ses mains tremblèrent, et une coupe de champagne glissa sur le plateau, manquant de peu de se renverser. Elle réussit à la rattraper de justesse, mais son esprit, lui, vacillait. Elle s'approcha lentement, comme en apnée. Chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. C'était elle. Il n'y avait aucun doute. La cicatrice discrète sur le menton, vestige d'une chute dans la cour du foyer, le pli de la robe qu'elle n'aimait pas parce qu'elle piquait un peu sous les bras, la chaise bancale sur laquelle elle avait souvent mangé seule. Tout y était. Ce n'était pas une ressemblance. Ce n'était pas une illusion. C'était sa photo d'enfance, une image qui avait été prise dans un foyer d'accueil du Mississippi, peu de temps avant qu'elle soit séparée brutalement de ses frères et sœurs, confiée à d'autres familles. Cette époque-là, Amara n'en parlait jamais. C'était un morceau brisé de son passé qu'elle avait enfermé dans une boîte mentale, bien cadenassée. Et pourtant, cette boîte venait de s'ouvrir sans prévenir, dans la maison d'un inconnu. Un millionnaire blanc. Puissant. Respecté. Elle recula d'un pas, le souffle court. Une série de questions l'assaillait brutalement.
Comment cette photo s'était-elle retrouvée là? Pourquoi cet homme possédait-il un souvenir aussi intime d'elle? La connaissait-il? L'avait-il cherchée? L'avait-il connue, autrefois? Et plus encore, pourquoi n'avait-il jamais tenté de la contacter? Ses pensées étaient un tourbillon. Son uniforme lui paraissait soudain étouffant. La pièce, trop silencieuse, semblait l'observer, l'encercler. Autour d'elle, les rires des invités filtrant depuis le grand salon paraissaient appartenir à un autre monde. Instinctivement, elle posa le plateau sur une commode en acajou, sans bruit, et s'approcha du cadre, les doigts légèrement tremblants. Son reflet se mêlait à celui de la fillette dans le verre. La distance entre la petite fille qu'elle avait été et la femme qu'elle était devenue se rétrécissait dangereusement. Elle voulut le prendre, mais hésita. Le simple fait de toucher cette image semblait presque sacrilège. Une voix surgit derrière elle. Calme. Grave. Vous connaissez cet enfant? Amara se retourna brusquement. Son regard croisa celui d'Edward Whitmore. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, une coupe à la main, le visage marqué d'une émotion étrange. La soirée battait son plein, les rires s'élevaient, les verres tintaient, et la musique douce enveloppait la pièce d'un voile presque irréel. Mais pour Amara, le temps semblait suspendu, chaque minute s'étirant comme un fil fragile prêt à se rompre. Le poids de la photo, le mystère qu'elle représentait, ne la quittait pas. Elle continua son service, son sourire professionnel soigneusement en place, dissimulant à peine la tempête intérieure. Chaque fois qu'elle croisait le regard d'Edward Whitmore, un frisson lui parcourait l'échine, mélange d'appréhension et d'espoir. Quand les derniers invités quittèrent le manoir, saluant avec des sourires polis et des promesses vagues de se revoir, un calme lourd s'installa. Amara s'accorda un instant. Elle prit une profonde inspiration, rassembla son courage, et se dirigea vers le bureau d'Edward, où il rangeait ses affaires en prévision de la fin de la soirée. Le cœur battant la chamade, elle toqua doucement à la porte. « Monsieur Whitmore ?» Il leva les yeux vers elle, surpris mais pas fâché. Il lui fit signe d'entrer. À l'intérieur, les meubles anciens, les étagères chargées de livres rares, le silence solennel formait un écrin étrange pour ce qui allait suivre. Amara s'avança, serrant dans ses mains la photo qu'elle avait discrètement prise en la regardant, tremblante. « Monsieur, cette photo, dans votre salon, c'est moi. » Sa voix était basse, hésitante, chargée d'émotions qu'elle peinait à maîtriser. Je ne comprends pas comment elle a pu se retrouver là. Edward blanchit soudainement, son regard fixé sur l'image. Un instant, son visage sembla se figer, comme si le poids des années et des regrets s'abattait d'un coup. Il murmura, presque incrédule. « Ce n'est pas possible. Tu es en vie ?» Le silence qui suivit fut glacial, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Dans cette pièce, entre ces murs chargés de souvenirs, le temps sembla se figer. Amara sentit son souffle se couper. Son cœur, lourd de questions, de doutes et de peurs, battait à tout rompre. « Qui êtes-vous pour avoir cette photo ?» osa-t-elle finalement, sa voix plus assurée. Edward releva lentement les yeux vers elle, un éclat à la fois douloureux et plein d'espoir dans le regard. J'ai cherché longtemps, sans jamais savoir si tu étais encore là. » Assis derrière son grand bureau en acajou, Edward Whitmore fit signe à Amara de s'asseoir face à lui. L'atmosphère, chargée d'émotions retenues, sembla se resserrer autour d'eux. Il prit une profonde inspiration, comme pour rassembler des souvenirs longtemps enfouis, des mots qu'il n'avait jamais partagés, même avec ses plus proches collaborateurs ou ses avocats. « Il y a presque 30 ans, commença-t-il d'une voix basse et tremblante, ma femme, Margaret, et moi avions décidé d'agrandir notre famille. » Il esquissa un léger sourire nostalgique, puis son regard s'assombrit. « Nous avions entrepris d'adopter une petite fille noire, abandonnée dans un foyer du Mississippi. » Amara sentit son cœur se serrer, les battements s'accélérant. « Nous avions vu sa photo, poursuivit-il, mais rien ne pouvait préparer à ce que nous avons ressenti en la rencontrant. Son regard vif, cette lueur d'intelligence, et surtout, sa capacité à rire, même au milieu de tant de douleur. Elle avait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous a immédiatement liés à elle. » Il posa son regard sur Amara, comme pour s'assurer qu'elle comprenait la profondeur de ce qu'il racontait. « Mais la vie est parfois cruelle.
Peu après le début du processus d'adoption, un scandale politique éclata, impliquant ma femme. Une affaire qui détruisit notre réputation et mit fin à toutes nos démarches. Edouard baissa les yeux, la douleur se lisant sur son visage. L'adoption fut brutalement annulée, sans aucune explication. Et la fillette fut placée ailleurs, sans que nous ayons été prévenus. Un silence pesant s'installa. Amara, les mains serrées sur ses genoux, peinait à retenir les larmes. Elle revoyait les flashs fragmentés de son enfance, les visages flous, la sensation d'abandon. Je n'ai jamais cessé de la chercher, murmura Edouard. J'ai engagé des détectives privés, parcouru des centaines de dossiers, suivi des pistes, mais tout semblait se perdre dans le silence. Il ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe jaunie qu'il tendit à Amara. C'est la seule chose que j'ai gardée en souvenir, cette photo, cette promesse silencieuse de ne jamais l'oublier. Amara prit l'enveloppe, ses doigts tremblants effleurant le papier. Elle lut à voix basse. Lila. Le prénom fit écho en elle comme un coup de tonnerre. C'était son premier prénom. Le nom qu'on lui avait donné à sa naissance, avant d'être séparée de ses frères et sœurs et rebaptisée dans son foyer d'accueil. Un prénom qu'elle n'avait pas entendu depuis ses 5 ans. Elle sentit ses jambes faiblir. L'émotion la submergea, mélange d'étonnement, de colère et d'espoir. Tu t'appelais alors Lila, n'est-ce pas? Répéta Edouard avec douceur, cherchant une confirmation. Les larmes roulèrent enfin sur les joues d'Amara. Elle hocha la tête, incapable de parler. Leur destin, longtemps éloigné, venait de se reconnecter par ce prénom perdu, fragile comme un fil d'or. Les semaines qui suivirent la révélation furent un tourbillon de sentiments contradictoires et de bouleversements profonds pour Amara. D'abord, il y eut les tests ADN, ces preuves scientifiques qui venaient sceller une vérité longtemps ignorée. Les résultats tombèrent, implacables et incontestables. Le lien était là, tangible, pas de filiation biologique, mais une connexion plus forte que le sang, celle d'un homme qui, il y a des décennies, avait tout tenté pour l'accueillir, pour la protéger. Ce fut un choc pour Amara. Elle avait longtemps cru que ses racines avaient été perdues à jamais, que sa famille s'était dissoute dans l'oubli. Mais désormais, elle savait que tout n'était qu'un puzzle complexe, une histoire entremêlée de pouvoir, d'injustice et de regrets. En creusant plus profondément, grâce aux contacts et ressources qu'Edouard mit à sa disposition, Amara fit une découverte glaçante, sa séparation d'avec ses frères et sœurs n'avait rien d'anodin. Les services sociaux en charge de leur placement avaient été infiltrés par la corruption et des intérêts personnels. Des dossiers falsifiés, des décisions arbitraires, des adoptions préférentielles avaient détruit ce qui aurait dû être une famille unie. Cette vérité la bouleversa. Mais elle lui donna aussi une raison de se battre. Edouard, lui, était rongé par la culpabilité. Il avait vécu avec ce poids pendant des années, se reprochant de ne pas avoir pu la protéger, de ne pas avoir réussi à la garder auprès de lui. Pourtant, il ne cherchait pas à la soudoyer ou à la convaincre par l'argent. Au contraire, il lui offrit ce qui comptait vraiment, du temps, un espace pour se reconstruire, et des ressources concrètes. Amara, lui avait-il dit un jour, je ne peux pas effacer le passé, ni te rendre ce qui t'a été volé. Mais je veux t'aider à retrouver tes racines, à achever tes études, à reconstruire ta vie selon tes propres termes. Je veux que tu sois libre, et indépendante. Pour Amara, cette proposition était à la fois une main tendue et un défi. Elle accepta, mais avec une condition claire. Je veux garder mon indépendance. Pas de dette, pas d'attache. Je veux avancer à mes conditions, pas les vôtres. Ce fut un pacte tacite, fondé sur le respect mutuel. Dans les mois qui suivirent, Amara entama un lent travail de reconstruction. Elle reprit ses cours avec un soutien financier et moral nouveau. Elle chercha, retrouva, contacta ses frères et sœurs, chacun portant ses propres blessures, ses propres silences. Ensemble, ils commencèrent à recoudre les liens déchirés. Cette période fut aussi une épreuve, un chemin sinueux entre colère et pardon, douleur et espoir. Mais à chaque étape, Edouard était là, discret, prêt à soutenir sans jamais imposer, à écouter sans jamais juger. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit où Amara avait découvert la photo qui avait changé le cours de sa vie. 2 années de luttes intérieures, de retrouvailles, d'apprentissage, et surtout, de transformation. Ce jour-là,
dans un centre culturel lumineux du cœur d'Atlanta, Amara Johnson, désormais diplômée en travail social avec mention, s'apprêtait à inaugurer officiellement sa propre organisation, Racines Retrouvées. Une association dédiée à la réunification des enfants placés dans des foyers, à la protection des droits des familles vulnérables et à la lutte contre les abus et la corruption dans les services sociaux. La salle était comble. Des travailleurs sociaux, des familles adoptives, des militants, des avocats et des journalistes étaient venus écouter la jeune femme dont le parcours exceptionnel était devenu un symbole d'espoir et de justice. Sur scène, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, Amara sentit son regard croiser celui d'Edward Whitmore, assis au premier rang, les yeux brillants d'émotion. Ce dernier, bien que discret, était venu soutenir cette femme qui l'avait aidé à retrouver un fragment de son identité. Quand Amara prit la parole, sa voix claire résonna dans le silence attentif. « Je ne crois pas que le sang fait la famille. » Elle marqua une pause, laissant ses mots imprégner la salle. « Mais je crois que certaines rencontres sont écrites quelque part, dans un destin que nous ne contrôlons pas toujours. » Son regard se perdit un instant vers le plafond, puis elle reprit avec force. « Et qu'il n'est jamais trop tard pour réparer, pour reconstruire, pour offrir une deuxième chance. » Les applaudissements éclatèrent, puissants et sincères. Dans la foule, Edward sentit une boule se former dans sa gorge. Les souvenirs des années passées, des regrets, des espoirs déçus et retrouvés, lui revenaient en cascade. Sans réfléchir, il se leva, le visage embué de larmes qu'il n'essaya pas de cacher. Son geste fut contagieux. Peu à peu, toute la salle se leva pour applaudir non seulement Amara, mais aussi ce combat contre l'injustice et pour la dignité humaine. Cette ovation fut une victoire, pas seulement personnelle, mais collective. Une promesse pour l'avenir. Après la cérémonie, Amara rejoignit Edward. Ils échangèrent un sourire complice, lourd de tout ce qui avait été traversé. « Merci d'avoir cru en moi, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir donné une raison d'espérer, » répondit-il. À cet instant précis, il savait que leur histoire, née dans la douleur et le silence, continuerait à écrire des chapitres nouveaux, porteurs de lumière.